Bonsoir à toutes et tous, merci de l'accueil, je pense qu'effectivement c'est un sujet important. Alors moi je voudrais rappeler que c'est un sujet important surtout dans le sud-est, on l'oublie mais le Var est le premier département français en termes de niveau de boisement, plus de 75% de couverture forestière, et la région PACA est la deuxième région forestière de France, près de 50% aussi des forêts en PACA. Et c'est une région un peu particulière parce que c'est pas, les forêts n'ont pas le même objectif que par exemple le Grand Est, hein, souvent, puisque c'est des forêts moins productives, etc. J'y reviendrai peut-être après. Donc d'abord, c'est un sujet important. Moi, je voudrais replacer la question de la gestion du risque incendie dans une gestion et une stratégie globale, en fait, et de penser globalement comment on gère les forêts. Donc c'est dans la continuité de ce que tu vas dire. Et d'abord, il faut essayer de faire un état des lieux de la situation. D'abord, on doit gérer les forêts dans un contexte relativement compliqué parce que les risques sont multiples. Donc il y a effectivement le risque d'incendie de forêt, c'est celui dont on parle ce soir, mais il y a le risque de dépérissement forestier, puisque on a, avec l'augmentation des températures et l'augmentation des canicules et des sécheresses, on a un risque de dépérissement forestier, c'est pour ça que la mortalité a doublé. Donc c'est un autre problème. On a aussi d'autres risques qui peuvent arriver. Donc par exemple, typiquement, on a des dépérissements qui sont aussi dus à des agents biotiques, des insectes, ça peut être aussi des insectes issus d'exotiques, hein, ça arrive pour pas mal d'espèces. Il y a un contexte compliqué aussi qui est incertain, parce que les scénarios du GIEC, moi j'ai été scientifique et je travaillais sur ces scénarios du GIEC, donc en réalité entre plus 4 degrés et plus 8 degrés, ben, c'est tellement différent que adapter la forêt sur le long terme avec autant de différences, c'est extrêmement compliqué. C'est un contexte qui est aussi éminemment incertain du point de vue des politiques publiques, parce que les forêts, ce sera mon point d'après, ont plein d'objectifs, hein, à la fois en termes de biodiversité, on va le voir après, et donc en fonction des politiques publiques, la façon dont on gère les forêts diffère. Voilà, donc ça c'est un contexte extrêmement compliqué. Un autre point qui est important et qui fait que le contexte est incertain, et ce qui est un verrou important, c'est le morcellement de la propriété forestière aussi. Hein. Voilà. Donc voilà, vous voyez tout ce contexte et il faut arriver à gérer les forêts dans ce contexte d'incertitude avec tous ces problèmes. Et une gestion qui doit être, alors on le dit, les forestiers le disent depuis des années, une gestion ce qu'on appelle multifonctionnelle. Donc pas purement productrice de bois, mais de rappeler que la forêt a énormément de rôles. Alors je vais en rajouter un certain nombre d'autres à ce que tu as dit. Bon, évidemment, elle stocke du carbone, ça tu l'as très bien dit, mais ici, dans la région, on a replanté des forêts, et c'était un formidable programme de restauration des terrains de montagne pendant du 18e au 19e siècle. Pourquoi ? Parce que quand il n'y avait plus de forêt, ici, c'était une zone où il n'y avait plus de forêt. Hein. Le Mont Ventoux, il n'y avait pas de forêt, les Gouales, il n'y en avait pas de forêt, etc. Et pourquoi on a replanté des forêts, pin noir et pin d'Alep notamment ? Parce qu'il y avait des coulées de boue dans les villages, parce que c'est la restauration des terrains de montagne, c'est surtout de faire en sorte que la forêt maintienne le sol. Hein. Donc ça a été quand même quelque chose ça a été aussi une épopée assez extraordinaire, parce que quand on voit qu'il n'y avait plus de forêt et qu'aujourd'hui il y en a, ça donne aussi espoir. C'est qu'on est capable d'agir pour replanter. Les Gouales et le Ventoux, hein. Je vous montrerai un jour des photos, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de forêt sur le Ventoux et sur les Gouales au 19e siècle. Donc il y a la restauration des terrains de montagne, donc la question des sols forestiers est importante, la question de la biodiversité, tu l'as dit, est importante, mais il y a aussi les usages du bois. Et pour moi, je les organise dans cette façon, voilà, bois d'abord d'œuvre, et c'est ça qui est l'usage noble du bois, et qui est un usage qu'on peut continuer à développer, parce que le bois de construction, c'est intéressant pour remplacer le béton, c'est bon aussi pour l'atténuation du changement climatique, mais il y a le bois d'industrie, donc c'est le papier que vous utilisez, ça faudra peut-être décroître sa consommation, et puis il y a le bois énergie. Bon. Et en fait, je le hiérarchise comme ça, parce que le bois énergie, c'est vraiment celui qu'on peut utiliser, mais à la toute fin. Hein. Et en gros, quelque chose qui serait vertueux, et c'est ce qu'on essaie de développer, c'est les grumes partent en bois d'œuvre, et puis ce qui peut être utilisable en bois d'œuvre, eh ben on l'envoie en bois d'industrie, puis ce qui n'est pas utilisable en bois d'industrie, ça peut finir en bois énergie. Hein. Mais ce qui est une aberration, c'est d'envoyer en bois énergie des grumes magnifiques qui pourraient servir de bois d'œuvre. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc ça fait qu'on doit gérer la forêt et le risque incendie sur lequel je vais revenir dans l'ensemble de cette vision globale de la gestion, et qui est extrêmement compliqué, hein, parce qu'il va falloir trouver tel endroit, on va le gérer pour finalement produire un peu de papier ici, voilà. Et ça, il faut arriver à mettre tout ça en œuvre. Alors j'en viens aux incendies de forêt. Qu'est-ce qu'on sait scientifiquement sur le risque incendie ? On sait d'abord qu'il augmente s'il fait plus chaud et plus sec. Bon.
Donc globalement, quand la température augmente et quand le changement climatique a lieu, on sait que le risque incendie augmente. Bon, les collègues qui travaillent là-dessus le savent très bien. On peut faire des cartes de l'augmentation du risque incendie, c'est évident. On sait que le risque augmente quand la biomasse augmente. C'est-à-dire qu'on sait que si la forêt est très dense, jeune, dense, tu l'as dit, avec des jeunes tiges, etc., donc pas gérée du tout, par exemple, dans des zones à risque incendie, eh ben le risque incendie augmente. Ça, on le sait très bien, c'est très bien documenté. Donc, ces deux choses, on le sait, mais on sait aussi que le risque augmente s'il y a un départ de feu, et donc le risque augmente s'il y a des êtres humains dans la forêt. Hein. Et j'ai pas dit, mais une des autres services que rend la forêt, c'est un lieu de vie aussi. Et ça, c'est un problème en PACA. J'y reviendrai, c'est un des principaux problèmes. C'est-à-dire que la forêt rencontre la ville et ça facilite l'incendie. Donc il y a cette question ce troisième question de l'urbanisation et du lien entre la forêt et l'habitat. Donc c'est les trois raisons qui font que le risque incendie augmente. Mais néanmoins, et ça c'est aussi pour être un peu optimiste, c'est pas parce que le risque augmente que l'occurrence des incendies augmente. Alors ça, j'essaye de l'expliquer, parce que mes collègues ont beaucoup travaillé là-dessus. Le risque incendie a augmenté en France, objectivement, et pourtant le nombre d'incendies a diminué et les surfaces ont diminué. Pourquoi ? Parce qu'on a fait énormément de progrès sur la prévention des risques incendies, grâce aux pompiers, à l'intervention des pompiers, grâce aux services publics, etc. Et quand on regarde les autres pays européens, le risque a augmenté de la même façon, et les occurrences, certains pays ont augmenté beaucoup aussi. Et c'est quel pays ? C'est la Grèce et c'est le Portugal. C'est tous les pays où les services publics forestiers ont été détruits, démantelés. Hein. Donc ça veut dire quand même que l'adaptation, ça fait quelque chose. Bon, il faut éviter d'avoir à s'adapter, mais une fois que c'est là, si on peut s'adapter, on peut éviter quand même des catastrophes. Bon, pareil, autre exemple, c'est Canada et États-Unis. Les occurrences ont suivi le risque, c'est-à-dire qu'il fait plus chaud et fait plus sec, il y a plus d'incendies. Voilà, très clairement dans tout l'Ouest américain. Donc ça, c'est pour dire que la façon dont on va s'adapter à ce nouveau risque, elle est importante. Voilà. Alors, comment on va s'adapter ? D'abord, la meilleure façon, c'est d'éviter le changement climatique, puisque je vous ai dit globalement, c'est quand il fait chaud et sec. Si vous voulez pas avoir d'incendie de forêt, il faut éviter l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Enfin, ça paraît simple, mais je voulais quand même le rappeler. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Des transports en commun, hein, des logements bien isolés thermiquement. Une agriculture plus écologique qui utilise moins de pesticides, ça sera aussi bien pour la biodiversité et qui est plus locale. Et puis une industrie qui est moins productrice de biens qui ne servent à rien. Donc, en gros, une société un peu plus sobre en termes de besoins artificiels et de services artificiels. On évite les jets privés, les croisières, voilà, tout ça. Bon, ça aide les forêts. Enfin, je le rappelle parce que tout est lié. Tu l'as dit sur les pompiers et l'hôpital, mais là, tout est lié aussi. C'est-à-dire que ça sert à rien de vouloir essayer d'avoir les meilleurs plans d'adaptation sur les forêts si, en même temps, on continue d'utiliser des jets privés. Ça n'a aucun sens, en fait. Voilà. Donc, deuxième chose, ensuite, si on voit les causes du risque incendie, donc la deuxième cause que j'avais, une des deuxièmes causes que j'avais signalée, c'est la gestion. Donc là, il faut éviter deux écueils. C'est-à-dire qu'il faut éviter, en gros, des forêts pas du tout gérées. Alors, on peut ne pas gérer certaines forêts dans des endroits où il n'y a pas de risque incendie. Et il y a plein d'endroits où il n'y a pas de risque incendie. Donc, on peut faire des réserves intégrales dans ces endroits-là. Enfin, aucun souci. Bon. Mais il y a des endroits où il y a un risque incendie, il vaut mieux qu'elle soit gérée. Donc, il faut éviter l'écueil d'une forêt pas du tout gérée. Et l'autre écueil de la coupe rase. Voilà. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le plan simple de gestion qui est d'essayer de gérer durablement les forêts. Et là, on a des gros problèmes par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai signalé tout à l'heure, la propriété privée est massive, donc c'est près de 3/4 de la forêt française qui est en propriété privée, avec un morcellement énorme de la propriété. En gros, on a 400 000 propriétaires, si je me souviens bien, en PACA, et sur les 400 000 propriétaires, il y en a un très grand nombre, plus de 90%, qui ont moins de 4 hectares. Donc imaginez, c'est chacun des familles, etc., qui ont globalement un petit hectare de famille. En plus, c'est des bandes, souvent en zone de montagne. Donc, eux ne la gèrent pas. Hein. Et s'ils ne la gèrent pas, on est vraiment soit dans les deux écueils. Parce que soit ils ne la gèrent pas, il y a un risque incendie. Soit ils ne la gèrent pas, puis un jour, il y a E.ON qui passe. Et franchement, c'est arrivé dans la région, quand donc c'est la centrale Bois Énergie. Et ils disent, vous ne gérez pas votre forêt. Vous savez que vous avez une forêt ? Ah non. Vous avez une forêt, puis on vous donne 5 000 €, on va vous la gérer. Voilà. Et ils la coupe rase. Moi, c'est les forestiers du CRPF qui m'ont raconté ça. Bon. Donc, si, certains. Si. On en discutera après. E.ON a vendu à Gazelle, à Kretinsky.
Non, mais... et ma coopérative l'approvisionne. Bon, oui, voilà. C'est pas... On en discutera après. Non, mais il y a eu un moment, dans un certain endroit, E.ON a été assez prédateur sur le bois, parce que quand ils sont arrivés... Ils n'ont jamais pu démarrer. On en rediscutera après si tu veux. Mais c'est les deux écueils. Réellement, c'est les deux écueils. C'est-à-dire, soit s'il n'y a pas de coopérative, etc., on peut se retrouver avec des propriétaires forestiers qui vendent du bois et qui est mal géré du coup aussi. Bon. Donc, du coup, ça, c'est le deuxième écueil. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on a défendu pendant la proposition de loi, c'est en gros d'essayer de faciliter les plans simples de gestion. Donc, en gros, il faut essayer d'abaisser la surface. On est à 25 hectares, on a proposé 10 hectares, mais vous voyez, une grande partie sont en dessous de 4 hectares, donc on est encore loin. Mais pour ça, il faut regrouper les propriétés forestières pour qu'elles puissent travailler ensemble. Sinon, en fait, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a proposé. Et je pense que là, il y a du travail, mais à un moment donné, il y a un vrai verrou qui est la propriété privée de la forestière. C'est-à-dire que tant qu'on a ce verrou-là, et c'est issu de la Révolution française, c'est extrêmement compliqué. Dernière chose, c'est l'étalement urbain. Moi, je milite vraiment pour qu'on arrête l'étalement urbain en forêt. Il faut l'arrêter de toute façon parce que c'est pas bon d'un point de vue sobriété énergétique et sobriété des ressources, mais c'est vraiment un vrai souci en région méditerranéenne. Les gens, soit ils construisent en forêt, soit la forêt rejoint la ville. Et du coup, c'est une catastrophe parce que quand il y a un incendie de forêt, il faut protéger les maisons. Donc les pompiers, c'est très très dur à gérer pour eux. Et alors c'est très sympa, hein, ils ont leurs villas au milieu de la forêt, ils sont contents les bourgeois. Mais non, il faut arrêter cette connerie. Non, mais je suis très très sérieux là-dessus parce qu'en région, alors vous pouvez faire ça peut-être dans des endroits où il n'y a pas de risque incendie, mais là où il y a un risque incendie, en réalité, vous complexifiez extrêmement l'affaire et il faut éviter ça. Donc on a proposé d'interdire le plus possible les constructions en zone boisée. Les constructions de logements, hein, j'entends. Et donc, bon, ça fait un peu consensus. Hein. On a vu, je ne sais pas si vous étiez en séance, le ministre est d'accord avec ça, mais comment on s'y prend? Ils ne veulent pas être trop coercitifs. Vous connaissez, c'est toujours le même problème avec la Macronie. Il faudrait demander gentiment. Bon. Dernier aspect, et je finirai sur les 2-3 derniers aspects, des moyens. C'est-à-dire que la proposition de loi, moi je l'ai dit, en gros, elle était assez consensuelle. On a voté pour, d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas les moyens derrière. Bon. Et typiquement, quelque chose que moi je trouve qui serait très intéressant, c'est que... On s'est abstenu. On s'est abstenu. C'est un changement de... Non, mais il a raison, c'est un changement de dernière minute. C'est un changement de dernière minute. Bon. Mais globalement, elle n'était pas scandaleuse, la proposition de loi, en tant que telle. Mais il n'y avait pas les moyens qui suivaient. Bon. Et typiquement, quelque chose d'assez simple à faire, c'est d'informer les propriétaires privés sur ce qu'ils peuvent faire, sur comment on limite. Il y a aussi tout l'aspect obligation légale de débroussaillement. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est aussi quelque chose de très important. Mais pour ça, il faut faire de l'information aux citoyens et aux propriétaires. Moi, je l'ai fait en tant que forestier, j'ai pu le faire en Lozère, etc. Ça se passe très bien, mais il faut des moyens pour faire ça. Et a priori, c'est le rôle des CRPF. Mais les CRPF, ils sont 400 sur toute la France. Voilà, ils n'ont pas les moyens de faire ça. Donc, il faut leur donner des moyens. Et je rejoins donc la conclusion que tu avais. Sur l'ONF, en gros, ce qu'on dit dans notre programme, c'est qu'il faut revenir aux moyens avant tempête. Hein, c'est donc même pas revenir aux chiffres que tu disais, mais c'est revenir à 12 000 à peu près, 12 000 agents. Donc ça, c'est pour l'ONF. Avoir un budget d'1 milliard, en gros, c'est ce que nous disent les syndicats, et essayer de séparer la question de la vente de bois. Je pense que c'est bien si l'ONF continue à vendre le bois, mais il faut que leur budget ne dépende pas de la vente de bois. Sinon, on a quelque chose qui peut être vicieux. Et en gros, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt les forêts domaniales, d'ailleurs, qui sont surexploitées, et la forêt privée qui est moins exploitée, paradoxalement. Bon. Donc, moi, voilà, de l'argent pour l'ONF, ça, c'est la principale solution que nous, on préconise, et des moyens pour les CRPF, etc. Voilà. Je pense qu'à partir de là, effectivement, on a un bien commun, et moi, je suis complètement d'accord avec ta conclusion là-dessus. On a un bien commun qu'il faut absolument préserver. Et donc, du coup, je pense que c'est tous les acteurs et les citoyens qui doivent se mettre autour de la table pour essayer de préserver ce bien commun. Et en réalité, si on a les moyens, enfin, c'est comme tout, hein, si au lieu de construire des nouvelles aéroports, il y a encore un truc qu'ils sont en train de créer à Marseille, ou des bateaux de croisière qui sont délirants, ou je ne sais pas quoi, si on donnait les moyens pour aller mieux gérer nos forêts durablement, avec ce que j'ai pas dit, mais une des solutions par rapport aux différentes fonctions de la forêt, c'est vraiment d'essayer de voir sur une parcelle comment on peut la gérer celle-ci par rapport à la voisine, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de personnel. On a besoin vraiment de gens qui connaissent, parce que c'est vrai que moi on a fait le travail sur le Ventoux. C'est vrai qu'il y a certaines parcelles de pin noir, pourquoi pas être en monoculture, si tu veux, finir le cycle de toute façon de ta monoculture en attendant qu'il y ait la régénération qui arrive. Et puis ce bois-là, finalement, au vu de la situation, ce
bois-là, on l'envoie effectivement à la papeterie de Tarascon, pourquoi pas. Mais un autre bois, eh ben non, il faut aller vers autre chose parce que c'est plus noble, ça se vend mieux. Voilà. Donc il faut arriver à ce niveau de finesse de gestion, mais pour ça, on a besoin d'être humain en fait, et de concertation et d'écouter les acteurs. Voilà.